suivons le chapitre numéro 1 qui concerne les espaces vectoriels de dimension finie. Et je rappelle ce qu'on a fait brièvement. Donc, au départ, on avait étudié l'espace Rn en détail comme espace vectoriel. La notion généralisée d'espace vectoriel et d'un sous-espace vectoriel qui simplifie les choses par la suite. Puis après, on a vu ce que ça veut dire une famille de vecteurs génératrices, une famille de vecteurs libres, qu'est-ce que ça veut dire une base et la dimension d'un espace vectoriel. Et dans cette partie-là, on a vu parmi les choses intéressantes, c'était il y a le théorème fondamental. Le théorème fondamental qui simplifie beaucoup de choses, beaucoup d'informations lorsqu'on compare le nombre de vecteurs dans la partie en question et la dimension de l'espace lorsqu'elle est connue, bien entendu. D'accord ? Alors, donc maintenant, donc le dernier paragraphe dans ce chapitre, c'est les sous-espaces vectoriels engendrés par des vecteurs ou par une famille de vecteurs et le rang d'une famille de... donc, alors tout ça, on l'a déjà vu, donc je passe directement... voilà. Donc, pour cela, on a besoin de quelques résultats au préalable. Alors, dans la suite, ça désigne un R espace vectoriel. Il y a un espace vectoriel sur R. Rappelez-vous que R, c'est quoi? C'est l'ensemble des scalaires. Donc, premier théorème, qu'est-ce qu'il dit? Toute intersection de sous-espace vectoriel de E est un sous-espace vectoriel de E. Donc, vous prenez un espace vectoriel, vous prenez plusieurs sous-espaces vectoriels, d'accord? L'intersection, c'est nécessairement un espace vectoriel et ça se démontre. Par contre, la réunion n'est pas toujours. Il y a des cas où ça marche, des cas où ça ne marche pas. La réunion de sous-espace vectoriel de E n'est pas toujours un sous-espace vectoriel. Hein? Il suffit de prendre un exemple simple. Hein? Quand vous êtes dans R3, si vous prenez la droite des X, d'accord? C'est une droite, c'est un espace vectoriel. L'axe des Y, c'est une droite, c'est un espace vectoriel. Si vous prenez la réunion, maintenant, ça ne peut pas être un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Si vous prenez I, il appartient, J, il appartient, mais si vous prenez I plus J, ça devient quoi? Ça devient le vecteur 1, 1. Et 1, 1 n'est ni sur la droite des X, ni sur la droite des Y. Et donc, il n'est pas dans l'espace, il sort de l'espace, et donc il n'y a pas de stabilité, et donc ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors, deuxième proposition, d'accord, si vous voulez, ou deuxième théorème. Alors là, c'est une proposition en fait, d'accord, et en même temps définition. Qu'est-ce qu'il dit? Si on a un ensemble de vecteurs, voilà, une famille de vecteurs, de E, alors si je prends l'ensemble de toutes les combinaisons, rappelez-vous, combinaison c'est quoi? C'est un coefficient de ça, plus un coefficient de ça, plus un coefficient jusqu'au un coefficient alpha P, UP. Je fais la somme. C'est ce qu'on appelle combinaison. Alors, quels que soient les alpha I, d'accord? Quels que soient les alpha I, d'accord? Donc, toutes les combinaisons linéaires, d'accord? Donc, l'ensemble de toutes les combinaisons possibles des vecteurs. Alors, c'est un sous-espace vectoriel, ça se démontre. Hein? C'est un sous-espace vectoriel. Ce sous-espace qui est très spécial, on l'appelle le sous-espace engendré par A. Parce qu'en fait, il est construit à partir de quoi? De A, qui est quoi? Qui est la famille de vecteurs U1 et 2 jusqu'à UP. D'accord? Et on le note par vect A. Donc, vect A, c'est quoi? C'est le sous-espace vectoriel engendré par l'ensemble des vecteurs, par U1 jusqu'à UP. Et c'est une notion qui va faciliter encore davantage si vous voulez, le traitement de certains exercices, comme on le verra dans un instant. Donc, autrement dit, donc, vect de U1 jusqu'à UP, c'est quoi? C'est l'ensemble de... Vous voyez, ça, c'est les combinaisons linéaires. C'est comme ça qu'on écrit les combinaisons linéaires. D'accord? Alors, les alpha I sont quelconques dans R. C'est des scalaires. Alors, commençons par une petite remarque. C'est que, par définition, quand j'écris comme ça, ça veut dire quoi? Tout vecteur ici s'écrit comme combinaison linéaire. Donc, c'est la définition de quoi? Une famille génératrice. Et donc, par définition, cette famille-là, elle est une famille génératrice, d'accord, de cet espace-là. D'accord? Très bien. Lorsque j'ai vect de, par exemple, U1, U2, U3, si je prends trois vecteurs, par définition, U1, U2, U3, c'est une famille génératrice. Si je veux montrer que c'est une base, il suffit de montrer qu'elle est libre, par exemple, et calculer la dimension, etc. etc. Donc, c'est ça l'intérêt des choses. Alors, prenons dans ce cas-là, et on va essayer de déterminer qu'est-ce que ça représente ceci. Dans R2, déterminant A égale à vect de 1, 0, moins 2, 1. Vous voyez très bien que c'est dans R2, parce que ça a deux composantes, d'accord? Alors, j'essaie d'appliquer la définition. Alors, X appartient à A,
un vecteur grand X appartient à A, ça veut dire qu'il s'écrit comme combinaison linéaire de ça. Il existe alpha bêta appartenant à R, tel que X écrit comme alpha fois le premier, plus bêta fois le deuxième. Je simplifie selon le mode de calcul dans les vecteurs dans Rn. Donc il existe alpha bêta tel que X égale à alpha moins 2 bêta et bêta. Donc on peut l'écrire comme ça. Mais c'est beaucoup plus simple de comprendre la chose suivante. Que en fait cet ensemble-là c'est R2 carrément, c'est tout le plan. Comment le démontrer? Et bien là on va utiliser quoi? Le théorème fondamental. On vérifie facilement que la famille 1,2 est libre. Pourquoi? Parce que déjà par définition, c'est une famille génératrice. Il suffit d'écrire alpha fois ça, plus bêta fois ça. Donc vous voyez très bien que vous allez avoir ça égal à 0. Donc vous allez avoir bêta égal à 0 et donc alpha aussi égal à 0. Donc c'est pas facile, c'est pas difficile, pardon. Plutôt c'est facile de montrer que c'est une famille qui est libre. Puisqu'elle est déjà génératrice par construction et elle est libre, et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une base. Puisque c'est une base, il y a combien de vecteurs? Il y a 2. Donc la dimension de A égale à 2. Revenons maintenant au théorème fondamental. Qu'est-ce qu'il dit le théorème fondamental? Regardez le premier point du théorème fondamental. Qu'est-ce qu'il dit? Soit f est un sous-espace vectoriel de E, alors dimension de f est inférieure à E. Regardez ce point-là qui est très important. Si la dimension de f égale à la dimension de E, alors nécessairement f égale à E. Qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque ici, donc on a un sous-espace A. Alors, essayons de faire un bilan maintenant. A, c'est un sous-espace vectoriel de R2. Dimension de A égale à 2 égale à dimension de R2. Donc, A, c'est un sous-espace vectoriel de R2 qui a la même dimension. D'après le théorème fondamental, ça veut dire que A égale à R2. En fait, A, c'est R2 carrément. C'est une construction un peu différente, etc. Mais c'est R2. C'est tout le plan R2. Très bien. Donc, vect de ça égale à R2. Voilà ce qu'on a démontré. Alors, une petite application, c'est-à-dire que où est-ce que je peux utiliser vect dans des questions autres que expliciter vect d'un certain nombre de vecteurs, etc., etc. Comme application. Montrer que f, on a cette question-là et on va utiliser cette notion de vect. Et elle est très pratique par la suite et je vous encourage à utiliser ceci pour les questions qui ressemblent à ça. Montrer que f égale l'ensemble des xy appartenant à R3 tel que 3x plus y moins z égale à, d'accord, est un sous-espace vectoriel de R3, en donner une base et calculer sa dimension. C'est vraiment un exercice maintenant qui résume un petit peu ce qu'on a vu dans ce chapitre. D'accord? Un peu de l'essentiel de ce qu'on a vu dans le chapitre. D'accord? Alors, normalement, la méthode classique, c'est quoi? C'est que je vais vérifier que 0 appartient. Vous voyez très bien que ça appartient ici. Hein. Quand je remplace x, y, z appartient. Donc, je vais dire que f est une partie de R3. Et R3, c'est un espace vectoriel. Donc, voilà. Bon, on n'a pas besoin en fait ici, parce que la question, c'est sous-espace vectoriel. D'accord? Donc, je vérifie avec 0. Et après, je prends x appartient, y appartient, alpha x plus y, est-ce que ça appartient, etc. Ce qu'on a fait pour les exercices avant. Mais avec cette notion de vect, on raccourcit les choses. Regardez comment. F, est-ce qu'il est un sous-espace vectoriel? Point d'interrogation. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est montrer que f, c'est vect de certains vecteurs. Et le théorème de tout à l'heure, la proposition qui est au théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vect, il est un sous-espace vectoriel. Hein? Il est un sous-espace vectoriel. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas d'ordre. Alors, f égale à ça, donc tel que 3x plus y moins z égale à 0. La même chose, l'idée, j'écris quoi? Z, par exemple, en fonction de x et y. Donc, z égale à quoi? Égale à 3x plus y. Alors, voilà, z, je remplace z par 3x plus y. Quand je remplace ici, donc, alors, je ne sais pas, donc ça c'est le travail classique qu'on a déjà fait, d'accord? Et je fais sortir x d'un côté, y d'un autre côté. Qu'est-ce que j'obtiens? Finalement que f, alors xy appartient à R. Donc, ceci veut dire quoi? Que f, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ce vecteur-là et de ce vecteur-là. C'est des vecteurs fixes, hein? 1, 0, 3, 0, 1, 1. Donc, je peux écrire ces vects de 1, 0, 3 et 0, 1, 1. Or, on sait que vect, c'est quoi? Le sous-espace engendré, c'est déjà un sous-espace vectoriel de R3. Par conséquent, f est un sous-espace vectoriel de R3 engendré par les deux vecteurs, celui-là et celui-là. J'ai montré en même temps deux choses. J'ai montré le fait que c'est un sous-espace vectoriel de R3 et j'ai mis en évidence une famille génératrice, la voilà. Si maintenant je veux continuer là, donner une base, il suffit de vérifier que ça, pourvu que ça marche, en général avec cette méthode-là ça marche. Hein. Il suffit de vérifier que ces vecteurs-là constituent une famille libre. Alors,
on vient de montrer que la famille P égale à ça, d'accord, est génératrice dans l'espace F. Vérifions maintenant qu'elle est libre. Pourquoi? Pour qu'elle soit une base. Alors, un calcul simple montre que alpha fois ça plus bêta ça égale à 0 implique que, finalement, que alpha égale à 0, bêta égale à 0 et 3 alpha plus bêta égale à 0. Et donc ça, vous voyez très bien que ça veut dire que alpha égale bêta égale à 0. Bien. Alors, donc P est libre et par conséquent, c'est une base de F. Donc, j'ai répondu à la deuxième question. La deuxième partie, si vous voulez. Hein. La troisième, calcule la dimension. Ben ça, il suffit de voir. Vous vous rappelez très bien que la dimension d'un espace vectoriel, c'est quoi? C'est le nombre de vecteurs dans n'importe quelle base. Alors, vous prenez ça, c'est une base. Elle contient combien? 2 vecteurs. Donc, la dimension de F égale cardinal d'une base. C'est cardinal de P parce qu'on a montré que P, c'est une base. Et donc, c'est égal à tout. Et voilà, j'ai répondu à la question grâce à cette notion de vecteur. Et vous voyez très bien que ça simplifie les choses. Très bien. Alors maintenant, n'oubliez pas le titre ici. Hein, donc, sous-espace engendré et rang d'une famille de vecteurs. Donc, on a vu ce que ça veut dire sous-espace engendré. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que ça veut dire le rang d'une famille de vecteurs? C'est une notion aussi importante, mais elle sera beaucoup plus utilisée dans le chapitre suivant, dans les matrices, pour la résolution des systèmes linéaires. Alors, donc, on est maintenant dans cette partie-là, 4.2, rang d'une famille de vecteurs. Définition. Qu'est-ce que ça veut dire le rang? Vous avez un ensemble de vecteurs, une famille de vecteurs, et je vais calculer le rang. C'est quoi le rang? Alors, on appelle rang de la famille de vecteurs P égale à U1 jusqu'à P, le nombre maximal, ça on a écrit en gras, hein, le nombre maximal de vecteurs linéairement indépendants. Parce que je peux trouver U1 et U2 sont linéairement indépendants. Mais je ne peux pas dire que 2, c'est le rang. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore sûr que le maximal. Mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi que ça ne peut pas dépasser P, parce que j'ai seulement P vecteur. Hein? D'accord? Très bien. Donc le rang de P, bah, il ne peut pas dépasser bien sûr P. D'accord? C'est quoi? C'est le nombre de vecteurs au maximum que je puisse, si vous voulez, extraire de cette famille-là, d'accord? Et qui soit linéairement indépendant. Linéairement indépendant, rappelez-vous, ça veut dire que ça constitue une famille libre. Alors, on le note par RG de P, hein, le rang de P. Le rang de P. Alors, on a également, c'est une remarque très importante, hein, d'accord? C'est que le rang, c'est aussi la dimension de vecte. Et regardez, cette écriture-là, elle est vraiment intéressante. Dans quel sens? Dans le sens suivant, c'est que on a dit que le rang ne peut pas dépasser P, parce que c'est normal. C'est le nombre de vecteurs ici. Et le nombre maximal, c'est quoi? C'est P. Donc ça ne peut pas dépasser P. Mais regardez autre chose. Puisque le rang, c'est la dimension de vecte de U1 jusqu'à UP, ça, c'est un sous-espace vectoriel. De quoi? De E. On est d'accord? Du grand espace. Et donc, sa dimension ne peut pas dépasser la dimension de P, de la dimension de E. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Je peux tirer directement à partir de ceci, c'est que le rang de P ne peut pas dépasser P, c'est-à-dire le nombre de vecteurs, et ne peut pas dépasser la dimension de l'espace sur lequel on travaille. C'est une remarque très importante dont on aura besoin par la suite. Voilà, dans la proposition, c'est la deuxième, hein, en fait. Hein. Alors, donc, des points qui sont très intéressants qui vont nous faciliter la tâche lorsque je vais calculer le rang d'un système de vecteurs. D'abord, la première remarque, c'est que le rang de P égale à 0. Quand est-ce? Lorsque P contient un seul vecteur et qui est nul. Et c'est si et seulement si. Si vous avez quoi? Si vous avez une famille de vecteurs qui contient un vecteur qui est différent de 0, donc ça ne peut pas être égal à 0 le rang. Et donc, comme c'est un antinaturel, donc ça va être, c'est pas 0, mais c'est 1 ou 2 ou 3, etc. etc. C'est très important. Ça veut dire que c'est supérieur ou égal à 1. C'est très important ça. Hein, d'accord? Deuxième point, c'est ce qu'on vient de voir. Si dimension de E égale à n, d'accord, alors le rang il est inférieur en même temps à P et en même temps à n. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Et donc, ça veut dire que c'est plus petit à n et à P, donc plus petit au min des deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est plus petit au 2. D'accord? Très bien. Même chose, on ne change pas le rang d'une famille de vecteurs en permutant ces vecteurs. Voilà, les vecteurs. Ça veut dire quoi? Vous avez U1, U2. Si vous écrivez donc U2, U1, bon, c'est exactement pareil. Donc le rang est le même. On ne change pas le rang d'une famille de vecteurs en multipliant l'un d'eux par un réel non nul.
vous avez U1, U2, vous avez le rang égal à, par exemple, égal à 2. Si vous prenez un autre vecteur V qui est égal à 2U1 et 1, d'accord? Donc V, U2, le rang, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié un des vecteurs, ou bien tous les vecteurs, ou bien quelques vecteurs, par un nombre non nul, bien sûr, hein, non nul. Si je fais ceci, eh bien, ça veut dire que le rang ne change pas. Dernière chose, on ne change pas le rang d'une famille de vecteurs en ajoutant à l'un d'eux une combinaison linéaire des autres. Par exemple, vous avez U1, U2, U3, et vous avez calculé le rang. Donc, si vous remplacez par U3 par quoi? Vous remplacez U3 par U3 moins U1 plus 5U2. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté à U3 U1 plus 5U2. C'est quoi? Une combinaison linéaire des autres. Voilà. On ne change pas. Voilà, le rang d'une famille de vecteurs en ajoutant à l'un d'eux une combinaison linéaire des autres. Alors, prenons un petit exemple de calcul. Le premier exemple et un deuxième exemple. Un premier exemple, calculer le rang de... c'est ça, de cette famille de vecteurs. Hein? Calculer le rang. On a dit que le rang, c'est quoi? C'est le nombre maximal de vecteurs linéairement indépendants. Vous voyez que si les trois sont linéairement indépendants, ben, le nombre maximal, c'est quoi? C'est 3. Et donc, le rang égale à 3. Alors, réponse. D'abord, on écrit ici. Alors, regardez. Cette information-là, elle regroupe les deux, la première et la deuxième. Pourquoi? Regardez ici. Là, vous voyez très bien que c'est différent de 0. Hein. Là, le vecteur nul, ce n'est pas uniquement le vecteur nul. Et donc, le rang, parce que c'est équivalent, le rang ne peut pas être égal à 0. Alors, puisque le rang, c'est un nombre, c'est le nombre de vecteurs, hein, d'accord? Donc, c'est un antinaturel. Et donc, puisqu'il ne peut pas être 0, il peut commencer à partir de 1. 1, 2, 3, etc. D'accord? Donc, il est supérieur ou égal à 1. Alors, maintenant, ça, c'est la deuxième. Il est inférieur ou égal à min de 3, 3. Pourquoi? 3 ici, c'est quoi? C'est n. Parce que quelle est la dimension de... Ici, on travaille dans quel espace? Regardez. 3 composantes. 3 composantes. 3 composantes. Donc, on est dans R3. Et donc, la dimension, c'est 3. Voilà. Et combien de vecteurs? 3 vecteurs, donc 3, 3. Le minimum de 3, 3, c'est 3. Donc, là, je remarque que le rang, c'est entre 1 et 3. Et donc, qu'est-ce qu'il peut être? Vous pouvez me dire que ça va être soit 1, ou bien 2, ou bien au 3. Je dis que ce n'est pas faux, mais ce n'est pas très correct. Pourquoi? Parce que le rang d'une famille de vecteurs, c'est un nombre maximal. Et donc, si vous avez le choix entre 1 et 2 et 3, c'est beaucoup plus correct de dire que c'est soit 3, sinon c'est 2, sinon c'est 1. Je commence par plus grand. Pourquoi? Parce que par définition, c'est le nombre maximal de vecteurs qui sont linéairement indépendants. Et voilà. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut vérifier aisément que ces trois vecteurs sont linéairement indépendants. Je vous laisse, si vous voulez, à titre d'exercice, vous écrivez alpha fois ça, plus bêta fois ça, plus gamma fois ça. C'est facile de voir que alpha égale à 0, bêta égale à 0 et gamma égale à 0. Et donc, ils sont linéairement indépendants. Ben, ça veut dire quoi? Les trois sont linéairement indépendants. Donc, c'est le nombre maximal, c'est 3. Donc, par définition, si vous voulez, le rang égale à 3. Donc, le rang égale à 3. Alors, exprès, j'ai pris un exemple où on n'a pas beaucoup de calculs. En fait, un deuxième exemple. Calculer la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs. Ça, en fait, c'est une question qui est posée autrement. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu la chose. Voilà, c'est ça. Regardez ce que j'ai écrit en bleu ici. Le rang de U1, U2, c'est quoi? C'est la dimension du sous-espace engendré par U1, U2 jusqu'à UP. Donc, finalement, c'est la même chose. Le rang avec dimension de vecte, c'est exactement pareil. Donc là, si vous vous rappelez très bien, la première, on a dit calculer le rang direct. La deuxième, calculer la dimension du sous-espace engendré. Mais c'est exactement pareil. Très bien. Alors, on fait la même chose. Alors, on va noter P. Donc, ça, on le note U1, U2, U3. On va noter P, c'est la famille de vecteurs. D'accord? Et il s'agit de quoi? De calculer le rang de P. Parce qu'on a dit le rang, c'est la même chose que la dimension du sous-espace engendré par U1, U2, U3. Donc, le rang du P. Alors, on fait la même chose. On a le rang. C'est toujours intéressant de décrire cette information. D'accord? Le rang de P, il est supérieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que P n'est pas égal seulement à 0. D'accord? Deuxième des choses, c'est quoi? C'est que le rang est inférieur ou égal à 3, 3. Pourquoi 3? Parce qu'on a 3 vecteurs. Pourquoi l'autre 3? Parce qu'on travaille dans R3. Et donc, minimum, c'est 3, 3. D'accord? C'est 3. Donc, regardez une phrase qui est correcte. Le rang de P, c'est égal à 3. S'il n'est pas égal à 3, il serait égal à 2. S'il n'est pas égal à 2,
il sera dans ce cas-là égal à 1. D'accord? Donc je commence par le plus grand. Alors, là, vérifions est-ce que le rang égale à 3. Alors, remarquons que U1 moins U2 égale à U3. Et ça, c'est pour vous dire, regardez, je ne veux pas le faire parce que je peux faire la méthode classique. C'est quoi? Alpha U1 plus bêta fois U2 plus gamma fois U3. Et vous allez voir que vous n'allez pas avoir que alpha égale à bêta égale à 0. Vous allez avoir 0 et d'autres solutions. Donc, on n'a pas une seule solution. 0. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas libre. Ça veut dire que c'est lié. Hein? Ce n'est pas libre, donc ça ne peut pas être 3. Le rang ne peut pas être égal à 3, parce qu'on a 3 vecteurs ici. Le nombre maximal, c'est quoi? Soit 3, soit 2, soit 1. Et donc 3, c'est pas possible. Et donc ça veut dire que c'est... très bien. Le rang, alors, justement, parfois c'est plus intéressant, au lieu de se lancer dans trop de calculs, si vous faites attention ici, regardez, U1 moins U2, ça moins ça, regardez, 0 moins 1 moins 1, c'est 1. 4 moins 2, c'est 2. 1 moins 1, c'est 0. Donc je remarque que U1 moins U2 égale à U3. Donc il y a une relation, voilà, une relation sous forme de combinaison linéaire entre U1, U2, U3 qui est égale à 0. D'accord? Parce que U1 moins U2 moins U3 égale à 0. Et si vous vous rappelez de la définition d'une famille liée, ben ça veut dire que c'est une famille liée. Donc le rang ne peut pas être égal à 3. Donc voilà, la famille est liée. Le rang ne peut pas être égal à 3. Et par suite, le rang maintenant, il est soit 2, soit 1. Je ne dis pas 1 ou 2. C'est plus correct de dire 2 ou 1. Alors, donc je tente avec 2. Ça veut dire quoi 2? Ça veut dire que il suffit de trouver deux vecteurs ici, hein, qui sont linéairement indépendants. Soit U1 avec U2, ou bien U1 avec U3, ou bien U2 avec U3. Donc j'ai 3 vérifications normalement à faire. On montre ensuite aisément que U1, U2 est une famille libre. Si je prends U1 et U2, celui-là et celui-là, c'est une famille qui est libre. Donc, je m'arrête là, et je dis que le rang de P égale à 2, et donc qui est égal à dimension de vecteur de U1 et U2. Et donc voilà, j'ai répondu à la question. Juste une petite remarque. Si maintenant, U1, U2, j'ai trouvé que U1, U2 est une famille liée, ça ne veut pas dire que le rang n'est pas égal à 2, parce que je n'ai pas testé avec tout. Il faut que je teste avec U1 et U3. Si maintenant j'ai trouvé que ça aussi c'est lié, il reste un autre choix. C'est quoi? U2, U3. Si je trouve que c'est libre, ça y est, le rang est égal à 2. Si je trouve que c'est lié, donc toutes les paires, si vous voulez, de vecteurs, d'accord, sont liées. Et donc ça ne peut pas être égal à 2. Et puisque ça ne peut pas être égal à 2, sans aucun travail, à partir juste de cette information-là, si ce n'est pas égal à 3 et ce n'est pas égal à 2, automatiquement égal à 1. On n'a pas de travail à faire. C'est juste une petite remarque au cas. Donc voilà, on a terminé ce premier chapitre. Donc bientôt, on vous enverra, ou bien je vous enverrai au nom de l'équipe la première fiche de TD. Donc c'est à vous d'essayer de le voir. Et puis bien sûr, par la suite, vous aurez la correction de ces TD-là. Je reviens juste tout au début, juste pour rappeler ce qu'on a vu. Donc voilà, donc les quatre paragraphes qu'on a vus dans cet espace-là sont trop tardés, si vous voulez. Donc je vais arrêter maintenant, et puis à une prochaine vidéo, Inch'Allah, et ça sera le tour du calcul matriciel. Merci de votre attention, travaillez bien, bon courage, je vous souhaite toute la réussite, Inch'Allah. Au revoir.